Et on va entendre maintenant ceux qui attendent depuis combien? 2h30 à peu près, alors qu'ils devaient s'exprimer en ouverture devant nous à 14h, je crois. Ils vont le faire maintenant en clôture de cette journée à 16h40, ce qui mérite d'être salué. Merci, messieurs, de votre patience. J'espère que... Oui, oui, applaudissements pour Jean-Yves Pinault et Éric Mel. Éric Mel, qui est ici le plus près de moi, il est maire de Gourdon. C'est une commune de 400 habitants en Alpes, dans les Alpes-Maritimes, en région PACA évidemment. Il est par ailleurs vice-président de l'association des plus beaux villages de France et vice-président de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Voici un micro pour vous. Avec nous également, tout aussi patient, le directeur du collectif Ville-Campagne, Jean-Yves Pinault. Le collectif Ville-Campagne, c'est une association qui regroupe des collectivités et des associations impliquées dans le maintien et dans l'accueil de populations sur les territoires ruraux. Elle a été créée en 1997. On peut considérer que vous êtes un bon observateur, en tout cas un observateur légitime sur longue période des mouvements démographiques entre les villes et les campagnes. Juste une précision sur le rôle de votre association, c'est finalement de servir d'interface entre des candidats à l'installation sur un territoire et les territoires d'accueil éventuels. Les questions que je pose vous sont adressées à tous les deux, vous y répondez comme vous le voulez. La première question, elle porte sur l'objectivité des faits. On nous dit, il y a, et j'emploie le conditionnel à dessein, il y aurait un mouvement démographique favorable aux territoires ruraux. Finalement, plus de gens qui y vont que de gens qui les quittent. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus, des chiffres, et puis aussi des éléments pour caractériser ces populations qui iraient désormais des villes vers les campagnes? Jean-Yves Pinault et puis Éric Mel ensuite. Oui, bonjour François, merci aux organisateurs d'avoir invité le collectif Ville-Campagne. Plutôt que de nous féliciter pour notre humble attente, j'aimerais féliciter le public d'être resté, mais évidemment avec des débats aussi riches et des propos aussi percutants, ça ne m'étonne pas. Voilà, alors juste pour rappeler François que le collectif, c'est pas uniquement l'interface entre des territoires qui chercheraient des porteurs de projets, qui auraient des offres d'installation et des citadins qui souhaiteraient s'installer. On est aussi, et c'est un de nos volets très importants, depuis maintenant quasiment une vingtaine d'années, aux côtés d'élus, des maires, des présidents de communautés de communes, des départements, des régions, pour élaborer des nouvelles politiques, des politiques qui ressemblent à ce que l'on vit, vous, nous, nos concitoyens tous les jours, c'est-à-dire une société qui a évolué fortement, même très rapidement depuis les années 90, donc d'essayer de forger des nouvelles politiques, et notamment celles qu'on appelle les politiques d'accueil et d'attractivité. Voilà, donc ça c'est un gros travail de, alors justement, l'association. On reviendra sur ces politiques et sur l'avis que vous formulez à l'égard de celles qui sont menées depuis, allez, je dis les choses de manière caricaturale, mais depuis une quinzaine d'années. Oui, c'est ça, depuis le début des années 2000, quoi. Je vais y répondre à votre question, François. Les chiffres, les faits, alors, facts. On est observateur. Après, les sources scientifiques, on va dire, hein, vous les connaissez tous, hein, c'est l'INSEE, Institut National de la Statistique. Qu'est-ce que ces chiffres-là nous disent? Alors on pourra après interpréter, mais c'est assez indéniable. Ils nous disent que depuis le début des années 2000, il y a un revival, une nouvelle attractivité des territoires ruraux en France. C'est indéniable. C'est une tendance qui était faible dans les années 90, qui débute avec, vous savez, les hippies, les babacools dans les années 70, ces gens qui refusent en fait cette société de consommation annoncée et qui partent renouer des liens directs avec la terre, d'où l'appellation néo-ruraux. Et cette tendance-là, elle bouge manifestement, elle s'articule sur d'autres ressorts à l'aune au mi-temps des années 90. Et elle prend puissance dans les années 2000. Et aujourd'hui, force est de constater que la démographie française a énormément évolué. Et l'installation des nouvelles personnes aujourd'hui nous montre que les territoires les plus attractifs aujourd'hui en France, ce sont les territoires ruraux.
Voilà. Alors tout ça est à tempérer, tout ça est à modérer, mais c'est un fait majeur. Mais vous confirmez qu'il y a bien une tendance lourde. C'est pas un épiphénomène et c'est pas un feu de paille. Hein. C'est ce que je voulais vous faire dire. Ça, vous le confirmez? C'est une tendance lourde. Enfin, le collectif le confirme, les maires, les habitants des villages le confirment, et puis les démographes. Hein. Bon, voilà. Donc c'est quelque chose qui est apparent. Je dirais presque qu'aujourd'hui, nos concitoyens, les Français, votent avec leurs pieds tous les jours pour les territoires ruraux. Voilà, c'est pas quelques dizaines ou centaines, c'est des milliers de personnes. 100 000 voilà. semble-t-il, d'après un chiffre qu'on m'a communiqué, en moyenne. Avec un solde migratoire, 100 000 par an, avec un solde migratoire de 30 000, c'est-à-dire ceux qui partent, ceux qui viennent moins ceux qui partent, c'est plus 30 000 sur les territoires ruraux. Oui, voilà. Même s'il faut pondérer, même s'il faut modérer, s'il faut aller gratter les choses. Savoir justement, si c'était la question suivante, et il y a en effet pas mal de guêpes sur le plateau. C'est des guêpes ou des drones? Mais on va vivre avec. Oui, c'est vrai. De la métropole. C'est vrai qu'il est bien possible que ce soit des drones ici. Ils sont quand même tout petits. Hein. Éric Mel, vous êtes sur un territoire bien placé, si j'ose dire, pour observer ces déplacements de population. 400 habitants dans la montagne, mais vous êtes dans le sud de la France, et ça joue sur l'attractivité du territoire, et vous êtes aussi à la périphérie, ou en tout cas dans une communauté d'agglos qui est celle du Grand Nice, pour faire court, Sophia Antipolis en l'occurrence. Quand de nouveaux habitants viennent chez vous, que viennent-ils chercher? Pourquoi font-ils 30 minutes à peu près de voiture entre l'endroit où ils travaillent et celui où ils vivent, chez vous en l'occurrence? Alors, moi, je répondrai un tout petit peu différemment, si vous le permettez. Mais je vous en prie. D'autant que je n'ai pas fait la réponse encore. Donc là, je suis sur deux casquettes, hein, c'est-à-dire Gourdon dans l'agglomération de Valbonne-Sophia Antipolis, qui est la première technopole européenne et où on le reçoit toutes les grandes entreprises mondiales. Donc là, le très haut débit fait partie de la vie, fait partie du quotidien de tous ces travailleurs. Et j'interviens aussi au niveau des plus beaux villages de France, qui, pour corréler ce que vous disiez, les plus beaux villages de France, c'est 155 villages qui reçoivent à peu près par an 30 millions de visiteurs. Quand on sait que la France aujourd'hui a eu un record de 85 millions, 150 plus beaux villages de France reçoivent 30 millions de visiteurs. Donc l'attractivité au niveau des villages, elle s'avère. Ce n'est pas parce qu'on est plus beau village de France, mais on s'aperçoit que globalement, l'attractivité globale des villages est importante en France. C'est un atout majeur pour la France. Pour moi, au niveau de Gourdon, donc au niveau de mon village, le souci que je vis, c'est l'hyper-attractivité de Sophia Antipolis. C'est-à-dire que toutes les personnes, tout à l'heure quelqu'un disait on va en souffrir. Je vous dirais, moi aujourd'hui j'en souffre. Parce que toutes les personnes qui sont aujourd'hui habituées à vivre avec le très haut débit, tous ces ingénieurs de Sophia, tous ces centres de recherche, toutes ces personnes qui ont l'habitude de vivre avec le très haut débit, aujourd'hui ne viennent pas habiter chez nous. Ils ne peuvent pas, on ne l'a pas. Au motif qu'il n'y ait pas. Au motif qu'il n'y ait pas. Au motif que ça... Et malgré la beauté du site, et malgré... et c'est là que je voulais vous emmener, le relativement faible prix du mètre carré. Parce que c'est aussi ça l'enjeu, semble-t-il, pour eux. Complètement. Vous vous retrouvez aujourd'hui... nous sommes 3-4 communes, là, à une demi-heure de Sophia, à avoir perdu une classe de primaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actifs qui ont des enfants ne viennent pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Uniquement parce qu'ils n'ont pas le très haut débit? Mais principalement, nous avons une masse de personnes aujourd'hui. La technopole de Sophia Antipolis, qui gère notre agglomération, c'est 50 000 emplois sur 178 000 habitants. Ça veut dire que c'est quasiment l'ensemble du bassin d'emploi dans notre secteur qui se trouve à Sophia Antipolis et qui se trouve travailler avec le très haut débit. Donc nos communes, nous, à une demi-heure de Sophia, bon, il y a une véritable attraction parce qu'on est dans le monde rural, c'est-à-dire on est une aire de défoulement. On reçoit des personnes qui n'ont pas les moyens de payer leur loyer sur le littoral et qui vont reculer. On a en résidence secondaire de superbes résidences secondaires, mais qui aujourd'hui, petit à petit, ce sont les retraités qui l'occupent, mais les actifs ne l'occupent pas. Donc aujourd'hui, principalement, nous souffrons véritablement d'un manque de très haut débit chez nous. C'est flagrant. Donc oui, c'est un facteur clé de l'attractivité des territoires ruraux, c'est ce que, génère c'est ce que vous dites. Voilà.
Jean-Yves Pineau, ce qui nous est dit à l'instant, c'est aussi que ces mouvements de population à destination des territoires ruraux, ils s'opèrent pour des raisons économiques. Des gens qui, en gros, fuient les niveaux de prix de l'immobilier qu'on trouve dans les grandes agglos et trouvent dans les territoires ruraux du mètre carré pas cher. Est-ce que c'est vrai d'abord ? Au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres motivations et puis ensuite, on parlera des politiques d'attractivité en général. Oui, alors, dans cette majorité de personnes qui partent de la ville pour aller s'installer à la campagne, on va dire que le flot majoritaire, c'est essentiellement sur une motivation résidentielle. Et l'avantage comparatif des territoires ruraux, c'est qu'il y a de la place, c'est qu'il y a de l'espace, c'est qu'il y a de la qualité de vie et que c'est moins cher que dans les hypercentres ou des lieux extrêmement fréquentés, comme peut l'être Sophia Antipolis. Voilà. Sauf que, moi, on travaille tous les jours au quotidien avec des personnes qui veulent changer de vie, qui veulent se mettre en rupture de vie, en tout cas de la vie telle qu'ils la subissent dans des grandes villes, dans des métropoles, dans des jobs, dans des boulots. Il y a une tension considérable et aujourd'hui, nous travaillons depuis 20 ans d'ailleurs, avec des personnes qui sont dans ces motivations-là. C'est-à-dire qu'ils rééquilibrent le projet professionnel, le projet économique avec le projet de vie, quitte à perdre un peu d'argent, quitte à être moins dans une carrière annoncée comme intéressante, etc. Donc une approche existentielle, philosophique bien sûr, de la vie sur les territoires, qu'on trouve d'ailleurs dans les tiers-lieux. Hein. Là, je fais un peu de promo pour la table ronde de demain. Et dans les nouvelles économies. Enfin, voilà, qui croit encore que la France va redevenir industrielle comme elle l'a été au 19e ou au 20e siècle? Qui peut penser, laisser croire ça même? C'est un peu paradoxal, donc, si vous permettez, oui, par rapport à ce que vient la vie dire, est un paradoxe. Avec ce que vient de dire Éric Mel. Il nous dit les gens ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas la 4G François, ou l'hyper haut débit. Je précise. Je ne sais pas si pour ça être se passe tranquille, il vaut mieux pas l'avoir, quoi. Mais vous savez, plateau de 1000 vaches, la moyenne des territoires ruraux en termes de gains de population, c'est 0,24 personnes par an, enfin pourcentage. Voilà. Plateau de 1000 vaches, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de très haut débit, etc. Ils sont 2 fois plus élevés en moyenne en solde migratoire. Comment ça se fait? C'est étonnant. Ils n'ont pas le très très haut débit, etc. Moi, je vois des communes qui ferment. Je ne sais pas si c'est votre cas, bien que je connaisse un peu. Moi, en Sartou, j'ai de la famille là-bas. Bon, voilà. Mais ce qui se passe au niveau des fermetures de classes, etc., c'est quoi le levier principal de cette attractivité? C'est bien évidemment le logement. C'est bien évidemment l'accès à la résidence. C'est bien évidemment la rotation. Je connais plein de communes qui aujourd'hui ferment des classes alors qu'il y a 15 ans, ils en ont ouvert. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert leur foncier. Des gens sont venus acheter du foncier, faire construire des maisons. Ils sont propriétaires. Ils restent sur la commune. Les enfants grandissent. Il n'y a pas de rotation et donc on ferme les classes primaires. C'est mécanique. Il y a 3 leviers dans l'attractivité d'un territoire. Il y a la question des conditions de réceptivité du territoire. Est-ce que sur les territoires ruraux, il y a de la place? Là aussi, il y a un vrai paradoxe. Il n'y a pas de place. Où sont des politiques, je parle de politique, je ne parle pas d'action, les politiques d'habitat au niveau des territoires ruraux? Il n'y a pas les moyens qu'on a mis en ville ou dans les zones agglomérées. Donc c'est la première condition. La deuxième condition, c'est les conditions économiques du territoire. Aujourd'hui, l'essentiel de l'économie, des richesses des territoires ruraux, c'est l'économie dite résidentielle, ou pour faire savant, dite présentielle. C'est ce qui fait gagner de l'argent aux communes. C'est ça, la création de richesses. C'est le tourisme. On capte de l'argent, soit par les gens qui habitent sur le territoire, soit par les gens qui viennent sur le territoire, le tourisme. Où sont les stratégies de développement de cette économie présentielle? C'est 80% des richesses des territoires ruraux. Puis la troisième des conditions, c'est que il faut être accueillant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder le citadin ou le parisien comme un dorifort. Il faut le considérer autrement. Il ne faut pas le considérer comme quelqu'un qui vient piquer de la place ou se mettre en concurrence. Voilà, le chemin est à faire dans les 2 sens. Hein. Attention, moi je suis né dans un petit village de 300 habitants. Mais bon, bref. Donc c'est ces 3 conditions. Où aujourd'hui sont-elles réunies réellement ces 3 conditions? On se pose la question. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, et de plus en plus, vous avez plein de jeunes qui disent, moi avec mon bagage, mes études, je vais aller m'installer ici à Paul-Millac parce que j'adore pêcher à la mouche. Et après, je verrai ce que je ferai avec mes diplômes sur place. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les migrations d'agrément. C'est-à-dire que ce n'est plus l'économie qui fait qu'on va être peuplé dans un territoire, c'est la capacité de ce territoire à être dans une harmonie et à préserver du sens donné à la vie des gens sur le territoire. Châtellerault, les zones d'activité sont pleines à ras-bord
à plein à ras-bord. Il y a plein d'entreprises, il y a plein de boulot. Les gens ne vivent pas à Châtellerault. Châtellerault est une commune qui se meurt. Éric Mel, vous réagissiez en écoutant Jean-Yves Pineau. Non, mais vous disiez ça, c'est vrai. Oui, mais complètement. Effectivement, c'est la réalité. Simplement, chez nous, dans le cadre de l'hyperattractivité, on a un petit peu de mal à mettre en place nos PLU, parce que derrière, on sait que les actifs... moi, j'ai le défaut, mon village a le défaut de n'être qu'à une demi-heure de Sofia. S'il avait été à 1h30, on aurait une politique, je dirais, démographique et structurelle différente. Le fait d'être qu'à une demi-heure... Oui, là, vous gérez des flux, quoi. Ouais, voilà, exactement. Les personnes, elles ne sont pas très loin de rien, ni de l'école, ni de ci, ni de là. Donc, quelque part, elles ne s'intéressent pas tellement à venir à Gourdon à une demi-heure de Sofia, alors qu'elles n'en ont pas le service. Dès qu'elles auront le service, je retrouverai cette attractivité. Un employé d'IBM, IBM c'est une entreprise où il y a 500 personnes, ce n'est que de la maintenance internationale. Cet employé-là, à minuit, il n'a pas... Oui, c'est un télétravailleur, là, pour le coup. C'est un télétravailleur. Il n'a pas envie, parce qu'il habite Gourdon, aller au boulot bosser, parce qu'en fin de compte, il n'a pas les moyens de pouvoir le faire de chez lui. Un télétravailleur d'IBM, si demain il vient chez nous, il va se retrouver à travailler peut-être que 2 jours par semaine en télétravail. Mais ça va le laisser 4 jours dans le village pour 3 jours au boulot. À un moment donné, il va trouver un intérêt de rester chez nous. Ce télétravailleur, c'est un actif qui va rester sur le site, qui va avoir des enfants, avec un pouvoir d'achat, je dirais, assez intéressant. Ça veut dire qu'il va, en tant que village de France, il va nous aider à rénover notre bâti. Parce que nous, plus beau village ou village, qu'est-ce qu'on a, nous, collectivités? On a la mairie et l'église. Tout le reste, c'est du privé. Donc, tout notre objectif à nous, c'est la rénovation du bâti, c'est la valeur patrimoniale, la valeur environnementale. Si demain, vous retrouvez des actifs qui ont vraiment un pouvoir d'achat intéressant et qui font revivre la commune, à partir de là, tout redémarre. Voilà. Hein, eh bien, on vous le souhaite. C'est pas antinomique du tout. Ouais, on vous le souhaite, Éric Mel, maire de Gourdon dans les Alpes-Maritimes. Merci aussi à Jean-Yves Pineau, le directeur du collectif Ville-Campagne, d'avoir été avec nous. Et merci encore, messieurs, très sincèrement, d'avoir patienté aussi longtemps et d'avoir fait la clôture de cette première journée, alors que vous deviez en faire l'ouverture.